Alors, merci beaucoup. Je souhaite la bienvenue aux représentants d'Hydro-Québec. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la Commission. Je vous invite donc à vous présenter, puis à commencer votre exposé. Bonjour, Monsieur le Président. France Lampron, je suis directrice électrification des transports. Je suis accompagnée par mon collègue Michael Nérinck. Alors, permettez-moi d'abord de saluer les membres de la Commission présents ce matin, ainsi que le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Merci de nous recevoir dans le cadre de ces consultations particulières. D'entrée de jeu, je souhaite souligner qu'Hydro-Québec appuie le projet de loi 184 favorisant l'établissement d'un service de recharge rapide pour véhicules électriques. La présence d'une infrastructure de recharge publique rapide, dense et fiable est le facteur le plus déterminant dans la décision d'acheter un véhicule électrique. Or, on compte actuellement au Québec quelques 130 bornes rapides, ce qui est insuffisant pour stimuler une adoption rapide. Ce faible nombre s'explique par les coûts élevés et l'absence de rentabilité d'une telle infrastructure. Le constat est le même partout dans le monde. De l'argent public a donc été nécessaire dans plusieurs juridictions pour en financer le déploiement et sera encore nécessaire, contrairement au modèle proposé pour le projet de loi 184, afin de pouvoir en garantir la fiabilité. Soulignons qu'une borne rapide en panne est pire en termes d'expérience client que pas de borne du tout. À ce jour, la grande majorité des bornes rapides du Québec ont été déployées par Hydro-Québec dans le cadre du réseau de recharge circuit électrique, selon un modèle d'affaires où Hydro et un partenaire commercial partagent équitablement les coûts et les revenus de la recharge rapide. On l'a dit, il s'agit d'un modèle d'affaires qui a été très utile, mais qui a malheureusement atteint ses limites. En effet, il devient de plus en plus difficile de trouver des partenaires qui souhaitent s'engager à perte dans ce genre d'initiative. De plus, ce type de partenariat ne favorise pas la localisation optimale des infrastructures de recharge ni la couverture de l'ensemble du territoire du Québec. Sans investissement massif de fonds publics, les seules entités qui peuvent rentabiliser des projets d'infrastructures de recharge rapide d'envergure sont les compagnies d'électricité qui, en plus du prix du service de recharge, bénéficient des ventes d'électricité liées à la recharge à domicile. Actuellement, la loi sur la Régie de l'énergie ne permet pas à Hydro-Québec d'investir dans des activités de recharge rapide et d'obtenir un rendement sur ces investissements, puisque la recharge publique n'est pas une activité qui découle de l'exploitation d'un réseau de distribution d'électricité au sens de cette loi. Hydro-Québec supporte présentement les coûts du circuit électrique dans ses activités non réglementées. À l'inverse, les ventes additionnelles d'électricité pour la recharge de véhicules électriques sont réalisées dans le cadre de ces activités réglementées. Il n'est donc pas possible pour Hydro-Québec de faire du service de recharge rapide une activité rentable sans modification à la loi sur la Régie de l'énergie. C'est pourquoi la solution qui est proposée consiste à combiner les revenus des ventes sur le réseau public de bornes de recharge rapide et les ventes provenant de la recharge à domicile selon le concept de l'utilisateur-payeur. Le modèle économique et financier d'Hydro prend pour hypothèse que les coûts d'investissement des bornes rapides vont être compensés par les revenus des ventes d'électricité générées par la recharge aux bornes et à la maison. Il n'y aura donc pas d'impact sur les tarifs d'électricité. Cette mesure s'appuie sur l'étude de la firme E3, basée en Californie, qui a identifié l'impact direct des bornes de recharge rapide sur les ventes de véhicules à hauteur de 24 % la première année et avec une augmentation progressive et pondérée à 60 % à la 10e année. Le circuit électrique s'appuie également sur son expérience afin d'optimiser les façons de faire et ainsi gagner en efficience, tant dans la standardisation des installations que dans les résultats obtenus des différents appels de propositions publiques en biens et services qui seront nécessaires pour déployer l'infrastructure. Au-delà de l'aspect financier et de la neutralité tarifaire, le projet assurera un service de qualité identique partout au Québec. D'autres éléments importants sont à prendre en considération. Le projet proposé induit plusieurs impacts positifs indirects pour l'ensemble de la société, tels que un net avantage pour la balance commerciale de la province, par le remplacement de l'essence importée par de l'électricité produite localement, le soutien à une nouvelle économie du transport électrique, le développement d'un marché d'occasion des véhicules électriques qui démocratisera l'accès à ces véhicules propres à l'ensemble de la population, des économies récurrentes estimées à 2 000 $ par année en moyenne pour les propriétaires de véhicules électriques
économies qui pourront également être réinjectées dans l'économie, des appels de propositions en biens et services pour l'acquisition, l'installation ou la maintenance des équipements qui feront appel à des compagnies diverses, parmi lesquelles de nombreuses entreprises québécoises pourront se qualifier. L'effet positif sur la santé et l'environnement sont également des éléments à ne pas minimiser. La diminution des GES, des particules fines dans l'environnement ou encore la nuisance sonore sont autant de fléaux que ce projet aidera à combattre. L'étude du Dr. Peter Orris, docteur à l'Université de l'Illinois, indique que chaque dollar investi en électrification des transports permet d'éviter 25 $ en coûts de santé en raison de la diminution de la pollution sous toutes ses formes. Le Dr. François Reeves, cardiologue d'intervention réputé au Québec, fait également mention de cette réalité dans ses ouvrages et plus récemment dans le Guide de l'auto électrique et plus, paru en mai dernier. Finalement, la valorisation des surplus d'hydroélectricité se traduira par de nombreuses retombées financières positives pour l'ensemble des Québécois. Au niveau des critères liés au déploiement de l'infrastructure de recharge rapide, nous assurerons une installation sur les sites les plus stratégiques selon une approche d'expansion ou de densification par rapport aux sites déjà existants, dépendamment qu'il s'agisse d'un site de transit ou d'un site urbain. Nos critères de sélection au nombre de 5 s'appuient sur la pertinence et la complémentarité du site avec le réseau existant, l'accessibilité et la proximité de la zone d'achalandage, la présence de services, la faisabilité technique et les coûts. Ces critères seront pondérés. Si notre plan de déploiement est établi pour les 18 prochains mois, nous lancerons par la suite un appel d'intérêt afin de sélectionner les prochains emplacements et les prochains partenaires. Ce choix sera accompagné par les résultats de l'outil actuellement mis au point par l'École polytechnique, qui utilise un algorithme pour déterminer les meilleurs sites en fonction des origines-destinations des déplacements dans la province, de la densité de population par région et la puissance des bornes. La vision actuelle sur 10 ans se base sur la technologie de recharge rapide à 50 kW actuellement certifiée et tiendra compte de l'évolution technologique tant des bornes que des véhicules et de leur autonomie. Par ailleurs, le circuit électrique ajustera le nombre de bornes rapides en fonction des projections du nombre de véhicules à venir et selon un ratio bornes rapides-véhicules équilibré et issu des dernières études sur le sujet. Excusez-moi. Rappelons que le ratio optimal de véhicules par borne rapide fait état de 1 borne par 250 véhicules et que le circuit électrique a actuellement un ratio de 1 borne pour 115 véhicules. Ce ratio restera volontairement bas les premières années afin d'être incitatif à l'adoption des véhicules électriques. En conclusion, Hydro-Québec appuie le projet de loi 184. Si la loi Véhicules zéro émission stimule l'offre, la présence de bornes de recharge rapide sur l'ensemble du territoire stimulera, quant à elle, la demande, ce qui contribuera à l'atteinte des cibles gouvernementales. Or, le projet de loi 184 répond à un besoin de financement pour un déploiement accéléré et ce, sans impact sur les finances publiques ou sur les tarifs d'électricité. Advenant l'adoption du projet de loi, Hydro-Québec déposera rapidement à la Régie de l'énergie un projet de déploiement de bornes de façon à desservir l'ensemble des régions du Québec, et ce, en collaboration avec la collectivité québécoise. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie pour votre exposé. Nous allons maintenant débuter la période d'échange. Monsieur le ministre, la parole est à vous pour environ 17 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame Lampron, Monsieur Nérink, merci d'être avec nous. Je veux revenir brièvement sur un certain nombre de choses là, quant au déploiement. On a entendu le témoignage de M. Rioux, le président de l'AVEC. Monsieur le Président, je vais déposer un éditorial qui a été signé par M. Rioux le 16 mai 2018, après l'annonce du projet de loi dont on fait l'étude aujourd'hui, dans lequel M. Rioux dit ceci, et je veux que vous l'entendiez parce qu'on va aller sur le questionnement sur le déploiement. Et particulièrement en relation avec la pétition qu'avait déposée l'AVEC. Alors, il nous dit qu'il est satisfait du projet de loi, mais voici ce qu'il dit sur le déploiement lorsqu'il a été invité à commenter la galette par le député de Saint-Jérôme. En début d'année, je cite, « En début d'année, l'AVEC vous a demandé de signer une pétition de 2000 bornes de recharge rapide.
d'ici 2020. Et là, en gras, ces chiffres nous laissaient une marge de manœuvre pour les négociations. Il était impensable qu'on puisse installer autant de bornes aussi rapidement, mais il fallait tout de même presser les autorités à agir. L'objectif réel était de près de 2000 bornes de recharge rapide d'ici 2025 et le projet de loi actuel offre 1600 bornes rapides d'ici 10 ans, donc 10 ans, c'est 2028, pour un total de 1750 bornes avec celles déjà existantes. Ce dernier échéancier est très important. Donc, je voudrais déposer ce document-là parce que je pense que ça va être un complément très intéressant pour le témoignage de M. Rioux aux questions posées par mon collègue, le député de Saint-Jérôme. L'autre élément qui est important, c'est que j'ai entendu aussi le député de Saint-Jérôme dire, M. le Président, qu'il devrait y avoir des incitatifs financiers à l'acquisition de véhicules électriques. Or, pour les gens qui nous écoutent, je vous indiquerai que le député de Saint-Jérôme a voté systématiquement contre tous les budgets du gouvernement qui prévoient les mesures justement incitatives pour l'acquisition de véhicules électriques. Alors ça aussi, ça pourrait être un complément intéressant aux remarques du député de Saint-Jérôme lorsque viendra le temps de résumer nos travaux. Madame Lampron, j'ai reçu ici une lettre du 5 juin 2018 que je veux également déposer de M. Martel, président-directeur général d'Hydro-Québec. Je pense que vous en avez des copies et j'aimerais le déposer aux gens de la commission, dans lequel M. Martel nous dit, suite à l'adoption du projet de loi 184, s'il était adopté, Hydro-Québec déposera un plan de déploiement de bornes rapides, 50 kW, prévoyant que les investissements et les charges soient compensés par les ventes d'électricité générées par la recharge des nouveaux véhicules électriques. Aussi, nous nous engageons à déposer à la Régie de l'énergie un plan de déploiement qui n'aura pas d'impact sur la hausse sur les tarifs. Je voudrais déposer le document en question. Donc, mon questionnement se divise en deux. Premièrement, le déploiement et deuxièmement, les éléments qui vont faire en sorte qu'il n'y aura pas d'impact sur les tarifs. Sur le déploiement, vous avez indiqué dans votre mémoire que vous vous basiez sur 5 critères de sélection. Le premier étant de se marier à ce qui existe déjà. On n'est pas pour jeter ça aux poubelles, on va l'utiliser. Pouvez-vous nous indiquer quel est le rythme de déploiement que vous prévoyez faire? Et revenez sur la question des analyses qui sont faites à partir des données scientifiques que vous avez recueillies et du travail que vous faites en collaboration avec les chaires de recherche pour voir quelle est la façon la plus optimale de déployer le réseau. Monsieur le Président, lorsqu'on fait un déploiement ou une prévision du déploiement de nombre de bornes rapides, ce qui est important de clarifier dans un premier temps, c'est qu'on s'appuie sur des ratios de bornes par nombre de véhicules. Donc, on a fait un balisage exhaustif pour voir quel était le ratio optimal. Ce qu'on voit dans la littérature, ce qui se rapproche le plus de notre réalité, c'est que le ratio optimal, c'est une borne de recharge rapide pour 250 véhicules tout électriques. Ce qui est important de préciser, c'est que ce ratio-là se calcule seulement sur le nombre de véhicules tout électriques, parce que les hybrides rechargeables, actuellement, ne peuvent pas utiliser la recharge rapide. Donc, lorsqu'on parle de 100 000 véhicules électriques en 2020, par exemple, on parle d'un pourcentage de ces véhicules-là qui sera tout électrique. Selon nos prévisions, c'est un pourcentage qui va augmenter d'année en année. Actuellement, on parle de 45 des véhicules rechargeables qui sont tout électriques. Et ce qu'on regarde partout dans le monde, actuellement, c'est un pourcentage de 60 %. Donc, on a un petit peu de retard à ce niveau-là, mais nos prévisions en tiennent compte et on tient compte de ce 45 %-là qui va augmenter jusqu'à être 80 % d'ici 10 ans. Donc, juste ici, c'est important. Vous tenez compte de l'évolution actuelle, c'est-à-dire quand vous faites vos prévisions de croissance, vous dites il y a un léger retard à l'heure actuelle. Mais ce retard-là, il est pris en compte dans l'évaluation que l'on fait, non seulement sur le déploiement du circuit, mais sur le nombre de véhicules, parce que pour arriver au calcul à coût nul, vous devez aussi avoir une projection sur le nombre de véhicules qui utiliseront la recharge. Exactement. Donc, le
principe du modèle d'affaires est très, très simple. C'est une question d'équilibre. Donc, lorsqu'on parle de tarifs d'électricité, c'est un équilibre entre les coûts de service et entre les ventes d'électricité. Alors, naturellement, lorsqu'on investit dans la recharge rapide, on augmente le coût de service, mais ces bornes-là vont inciter les gens à acheter des véhicules électriques et ça va augmenter les ventes d'électricité. Donc, on arrive à un équilibre et c'est le concept de l'utilisateur-payeur. Donc, ce sont les électromobilistes qui vont recharger leur véhicule à la maison. Ces ventes-là vont servir à financer les investissements en bornes de recharge rapide. Alors, Maintenant, sur cette question-là, dans le fond, ce que vous dites, c'est on ne doit pas strictement se fixer un objectif en tenant compte des revenus d'Hydro-Québec à partir des recharges sur le circuit, mais aussi des recharges qui sont faites à domicile. Compte tenu de l'augmentation du nombre de véhicules, Hydro-Québec va vendre plus d'électricité. Exactement. Quel est le pourcentage de recharge qui est fait à domicile, indépendamment du circuit électrique? On parle d'environ 90 % des recharges qui sont faites à domicile. Est-ce que dans votre modèle, vous prévoyez que le pourcentage de recharges faites à domicile irait en se réduisant? En fait, ça dépend des types d'utilisateurs. Pour les gens qui ont accès à une borne à domicile, ça va rester comme ça. C'est beaucoup plus facile. On arrive à la maison, on se branche, on n'y pense plus. On repart le matin avec une voiture qui est pleine. Par contre, pour les gens qui habitent en région urbaine très dense, on pense par exemple au plateau Mont-Royal, à Montréal, et qui n'ont pas accès à ça, on pense que ces gens-là qui vont opter pour un véhicule électrique vont faire comme au Japon, comme l'expliquait l'AVEC, c'est qu'ils vont utiliser la borne de recharge rapide comme une station d'essence. Donc, on va avoir un équilibre à faire entre les régions densément peuplées et le reste du Québec. Et indépendamment de cet équilibre-là, vos projections prévoient que l'augmentation du nombre de véhicules électriques aura nécessairement une incidence à la hausse sur l'électricité vendue par Hydro-Québec. Absolument. Et de cette augmentation-là, vous allez procéder au financement du réseau, d'où l'impact nul sur les tarifs d'électricité. Tout à fait. Maintenant, on peut, à la lecture du projet de loi, voir qu'on demande à la Régie de prendre en compte dans les tarifs d'électricité des revenus requis par Hydro-Québec. Il ne faut pas se laisser flouer par ce texte-là, puisque vous pouvez faire aussi la démonstration de l'équilibre que vous venez de faire, donc du fait qu'il n'y aura pas d'impact sur les tarifs. Et on le fait selon une approche qui est très prudente. Donc, on est allé chercher une firme d'experts en Californie, puisque la Californie a beaucoup d'avance sur nous, une firme qui s'appelle E3 et qui a estimé très exactement l'impact de la présence des bornes de recharge rapide sur les ventes à la maison. Donc, c'est un pourcentage qui est graduel, qui commence à 24 % et qui augmente graduellement au long du modèle de 10 ans. Maintenant, sur le ratio optimal, on a vu que selon son témoignage ou son éditorial, M. Rioux a une vision différente des choses, que j'ai compris. Vous indiquez dans votre mémoire que le ratio optimal de véhicules rechargeables par borne rapide est de 1 borne pour 250 véhicules et que le circuit électrique actuellement a un ratio de 1 pour 115. Évidemment, ça tient compte du peu de véhicules électriques sur nos routes. Est-ce que vous pensez que l'augmentation du nombre de véhicules électriques vous verrez revoir ce ratio ou si c'est un élément que vous allez prendre en compte dans la modulation du déploiement du réseau? Dans les premières années, on va tenir un ratio qui est très bas, c'est-à-dire d'environ 115 voitures par borne de recharge rapide pour avoir un effet incitatif. Et au fur et à mesure que les ventes vont prendre de l'ampleur, on va augmenter le ratio. Ce qu'il faut savoir, M. Rioux parlait de files d'attente aux bornes de recharge rapide. À ce point-là, j'aimerais vraiment apporter une précision. Lorsqu'on regarde les statistiques d'utilisation des bornes de recharge rapide actuelles, il y a seulement une vingtaine de bornes rapides qui ont plus de 200 recharges par mois. Donc, ce sont des bornes très, très ciblées qu'on doit augmenter dans des sites très, très ciblés, par exemple à Drummondville, par exemple à Saint-Hyacinthe, par exemple à Saint-Jérôme, où on doit ajouter des bornes parce que c'est des endroits où il y a beaucoup de déplacements. Par contre, ici, moi, j'ai dans les bornes qu'on a une trentaine de bornes qui ont moins de 100 recharges par mois à l'heure actuelle et une cinquantaine de bornes qui ont moins de 50 recharges par mois. Alors, il n'y a pas des files d'attente partout. Ce sont des endroits très ciblés, on les connaît et on va s'assurer de densifier ces sites-là.
Donc, dans pas l'algorithme, mais dans la configuration que vous allez faire du déploiement du circuit, j'imagine que vous prenez en compte, sur la base des statistiques que vous détenez déjà, les besoins en termes de nombre de bornes de recharge, sur la base notamment de celles qui présentent des files d'attente par rapport à celles qui sont très peu utilisées. La base, c'est les statistiques d'utilisation. Et ensuite, on regarde aussi les statistiques de vente, donc les statistiques d'immatriculation qui nous sont fournies chaque mois par la SAAQ. Et avec les données de déplacement, on est en mesure de prévoir très exactement où on a besoin de bornes de recharge. Alors, vous évoquez les données qui vous sont fournies par la Société d'assurance automobile du Québec. Avec qui d'autre travaillez-vous? Alors, Hydro-Québec, vous avez des informations déjà sur les consommations d'électricité de façon très pointue. La Société d'assurance automobile du Québec pour les transactions qui amènent une augmentation du nombre de véhicules électriques. Quelles autres données avez-vous? Est-ce que vous travaillez avec le ministère des Transports? Est-ce que vous travaillez avec quelles chaires de recherche avec lesquelles travaillez-vous pour avoir les données origine-destination? On travaille avec, en fait, on a les données du MTQ qui nous donnent le taux de déplacement sur les grands axes routiers. Donc, ça, c'est un autre intrant qu'on utilise. Mais je vous dirais qu'avec les données de transactions à nos bornes, avec l'immatriculation, avec les déplacements, on a quand même un très, très bon portrait pour être en mesure de planifier le réseau. Et on est en train de travailler avec l'École polytechnique qui sont en train de développer un algorithme qui va nous aider à identifier les localisations de bornes. Actuellement, je vous dirais que c'est plus facile parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, on suit les réseaux autoroutiers, on en met partout. Mais à partir du moment où on va avoir un certain volume, là, c'est certain qu'on va avoir besoin d'une aide là, que la Polytechnique va nous apporter. Maintenant, l'autre élément, vous avez parlé de l'essoufflement du modèle actuel où on doit inciter des gens du secteur privé à assumer une partie des coûts d'installation des bornes, qu'on assiste clairement à un essoufflement. J'ai vu tous les efforts que vous avez déployés au cours des dernières années, puis malheureusement, on voit qu'il n'y a pas un appétit énorme du secteur privé pour ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un avantage, et j'aimerais vous entendre là-dessus, à avoir une direction unique dans le déploiement du réseau, compte tenu de la concentration, du nombre important de données que vous détenez et de votre capacité à vous ajuster non seulement au rythme des acquisitions de véhicules électriques, mais aussi au rythme des modifications dans les comportements des utilisateurs du réseau électrique? Il y a un avantage certain à avoir une centralisation de la planification du réseau et on le voit très clairement en Amérique du Nord, par exemple. Il y a un seul réseau en Amérique du Nord qui est planifié de façon centralisée et c'est le réseau de Tesla. Donc, qui s'assure de couvrir le réseau d'un océan à l'autre, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, parce qu'il y a cette planification-là centralisée. Quand on regarde les autres réseaux de recharge qui poussent un peu partout, bien, ces réseaux-là installent des bornes là où il y a de la demande, ce qui fait qu'il y a des trous. Il y a des trous dans le réseau. On voit des agglomérations de bornes ici, on les voit là, si on regarde la carte de l'Amérique du Nord. Et donc, il y a vraiment un avantage à ce que ce soit centralisé. L'avantage aussi à ce que ce soit fait par une compagnie d'électricité, c'est qu'on est en mesure de gérer l'impact sur le réseau. Donc, nous, en plus de savoir tout ce que ça prend pour les bornes, on sait exactement l'impact de la consommation d'électricité sur des points très précis du réseau. Alors, on est en mesure d'arrimer tout ça et d'arriver avec une solution optimale. Alors, il pourrait arriver très bien que selon les demandes sur le réseau du circuit électrique, Hydro-Québec ait à penser à modifier les configurations de son réseau de distribution, qui est un monopole d'État. OK. Si le projet de loi était adopté, alors le circuit électrique a donc le mandat, Hydro-Québec peut s'adresser à la régie. Quels sont les gestes que vous entendez poser en termes de consultation? Et je m'explique. Lorsque comme ministre des Affaires municipales à l'époque, ou ministre de l'Énergie aujourd'hui, je vais dans la région Gaspésie et l'Île-de-Madeleine, je réalise que les élus de chacune des régions du Québec, notamment les préfets, ont une vision régionale
des besoins en circulation. Je donne l'exemple de la Gaspésie parce qu'on m'a parlé du circuit touristique qui est le tour de la péninsule gaspésienne. Puis on voyait qu'il y avait un déploiement déjà de bornes à peu près partout autour de la péninsule, mais il y a des maires qui disent, bien nous, ça nous en prendrait un peu. Est-ce que vous avez dans votre plan d'affaires ou dans votre stratégie que vous entendez déployer, prévu de rencontrer les élus au niveau régional pour voir s'il y a des éléments qui peuvent s'ajouter aux données purement techniques que vous détenez de la Société d'assurance automobile ou encore du ministère des Transports ou encore des autres parties prenantes qui viennent vous alimenter en données pour décider de la façon dont on déploie le réseau? On fait des consultations à plusieurs égards. Dans un premier temps, on fait un sondage de satisfaction à la clientèle de façon annuelle à tous les mois de novembre. Donc ça, c'est un bon intrant pour nous parce qu'on demande aux gens où vous voulez des bornes. Alors ça, c'est un premier intrant. Hydro-Québec dispose de ce qu'on appelle, dans toutes les régions du Québec, d'équipes qui s'appellent Relations avec le milieu. Donc, ce sont des équipes qui sont en contact constant avec les élus de toutes les régions du Québec et eux nous ramènent de l'information également qui peuvent servir à la planification. Dans un troisième temps, on fait également des consultations avec les groupes d'intérêt comme l'AVEC, à qui on parle régulièrement, avec qui on a des rencontres, qu'on informe et ils nous font part également de leurs besoins. Alors, une fois qu'on a mis tout ça ensemble, on a quand même des données assez solides pour influencer notre planification. Et à partir du moment où on pourrait entrevoir l'adoption du projet de loi, sans présumer de la décision de l'Assemblée d'ici la fin de la session, vous pourriez commencer pratiquement le déploiement à peu près à quel moment, selon vous? En 10 secondes, Madame. En septembre. En septembre 2018, c'est ça? Oui. Parfait. Madame Lampron, merci infiniment, de même que votre collaborateur et aux gens de l'Hydro-Québec pour votre présence ici ce matin. Alors, je vous remercie pour vos réponses. Je laisse maintenant la parole à l'opposition officielle, le député de Saint-Jérôme, pour 10 minutes 30 secondes. Oui, merci, M. le Président. Je vais juste faire une remarque au départ. Tantôt, je décrivais le bonus-malus, mais c'était la situation qui prévalait au Danemark que je décrivais. C'est très important de faire, en Norvège plutôt, qui est juste à côté, mais que je décrivais la situation en Norvège plutôt que celle qui prévalait au Québec. Écoutez, j'ai une question très simple. Bien, bonjour à vous deux. Et question très simple. Êtes-vous capable d'installer 2000 bornes de recharge rapide physiquement avec les moyens que vous avez? Est-ce que c'est possible d'installer 2000 bornes de recharge d'ici 2020? Seriez-vous capable de le faire? C'est difficile de répondre à cette question-là parce qu'on pense que la quantité est beaucoup trop grande pour le besoin. C'est pas la question que je vous pose. Est-ce que physiquement, c'est possible pour le réseau électrique, donc Hydro-Québec, et pas une question d'argent, je vous demande technologiquement, techniquement, est-ce que c'est d'ici 2020, est-ce que c'est possible en faisant des appels d'offres auprès de différents sous-traitants, j'imagine c'est ça que vous faites pour l'installation, d'installer 2000 bornes d'ici 2020? Je vais vous répondre dans l'absolu. Probablement que c'est possible de faire un déploiement comme ça en mettant les ressources, mais sincèrement, je ne pense pas que ce soit une bonne utilisation des fonds publics. J'ai une deuxième sous-question à ce moment-là. Tantôt, je vous entendais parler d'estimer de coûts. Et puis, je regardais votre diagramme et tout ça, ça a l'air bien précis. Vous parliez de revenus de vente sur les bornes de recharge publique. Vous avez inclus aussi les revenus des recharges à domicile, qui seraient donc utilisés pour financer le projet de loi 184 tel qu'il est élaboré. Est-ce que vous avez évalué qu'il y avait des coûts d'entretien à ces bornes-là? Est-ce que les coûts d'entretien sont inclus à l'intérieur de votre budget? Je vous donne un exemple, puis moi, personnellement, à titre d'expérience personnelle, il y a des bornes, des fois, qui ne fonctionnent pas. Il y en a une à Deschambault qui n'a pas fonctionné pendant 1 mois. Je passais devant, puis j'allais justement à l'établissement où elle était installée. Alors, on appelait, on disait, bien là, ça s'en vient. Alors, il y a des gens qui réparent ces bornes-là. Il y a de l'entretien à faire. Est-ce que vous avez évalué d'inclure les coûts d'entretien dans les frais et les revenus plutôt, les revenus qui seraient utilisés pour l'installation de vos bornes? Absolument. En fait, on a toute une liste de paramètres qu'on a
qu'on a utilisé pour le modèle d'affaires. Et naturellement, la maintenance, pour moi, c'est quelque chose qui est excessivement important. Je l'ai dit dans mon allocution, il n'y a rien de pire qu'une borne qui est en panne. Une borne en panne, c'est pire que pas de borne du tout. Donc, on est très conscient de ça. Actuellement, notre modèle d'affaires a induit des délais dans certaines réparations, on en est conscient, parce que souvent, ce qui est arrivé, c'est notre partenaire qui a affaire avec un électricien pour faire installer la borne. Donc, le temps d'aller avec cet électricien-là, bref, ça induit des délais qu'on ne souhaite pas voir se renouveler. Alors oui, on a inclus des frais de maintenance, on inclut des frais de réparation également. C'est pas la même chose. Donc, ça arrive qu'une voiture recule dans une borne rapide, il faut la réparer. On a une série là, de choses qu'on a pris en compte, notamment les frais d'ingénierie, les frais d'installation et les frais de service à la clientèle. Je vais vous parler de votre plan de déploiement de vos bornes rapides. Est-ce que vous pouvez nous donner les installations année après année du nombre de bornes qui vont être installées au Québec précisément, soit d'ici 2020? Vous avez les chiffres actuellement en main? Dans notre modèle d'affaires, effectivement, tous les chiffres selon les prévisions. Ce qu'il faut voir, c'est que le nombre de bornes tient compte des prévisions. Donc, effectivement, année après année, on a un nombre de bornes très précis qui est prévu pour qu'on se rende jusqu'à 1600 bornes en 2027. Est-ce que vous pouvez nous en faire état actuellement de ces chiffres-là, Madame? Non. Oui, effectivement, on peut vous donner ces chiffres-là. La seule chose qu'on doit mentionner, c'est que ces chiffres-là vont être déposés à la régie qui va devoir les valider. Et pouvez-vous déposer à ce moment-là ces prévisions-là à la Commission? Certainement. Oui. Déposer à la présidence, qu'on pourra en faire la distribution. Parfait. Et Madame Lampron, j'arrive toujours avec ma question. C'est quoi les chiffres d'ici 2020? À ce moment-là, si vous dites que, bon, c'est physiquement possible d'en installer 2000, mais bon, on est dans le pays des licornes, là, je ne sais pas là, que vous dites, là. Peut-être, mais d'ici 2020, quelles sont, votre ventilation d'installation de bornes de recharge, précisément? Précisément. Donc, ce qu'on vise à faire cette année, c'est on va en installer 80 environ. L'année prochaine, 115 et en 2020, 160. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, pour... Oui. J'ai mal entendu. Donc, environ 80 cette année, 115 en 2019 et 160 en 2020. Pour un total de... Oui. 260. C'est un peu comme au travail à la chaîne. Là. 355 bornes d'ici 2020. Voilà. En terminant l'année 2020, là, je vais être bien sûr que... 31 décembre. OK. Oui, effectivement. Plus les 110, donc on atteint 465 bornes de recharge rapide sur les routes du Québec. Selon nos prévisions, ça nous amènerait à un ratio de 1 borne pour 117 véhicules tout électriques. On est encore loin du 2 justement, qui était mentionné par le monsieur précédent de l'AVEC. Et j'aurais aimé qu'on pose la question à M. Rioux, d'où vient ce 2 %-là? Parce que dans le balisage que nous, on fait dans l'ensemble des juridictions, on parle plutôt d'un ratio optimal de 1 borne pour 250. Selon vos standards? Là, selon la littérature sur le sujet à l'échelle de la planète. Mais en présumant que le Québec a des distances beaucoup plus grandes, que les rapides sont utiles sur les routes, les grands axes routiers, trouvez-vous ça un peu conservateur comme objectif? Bien, en fait, le ratio est un ratio par nombre de véhicules électriques. C'est certain qu'on a plus à couvrir, je suis d'accord avec vous, mais on le voit très, très bien dans nos statistiques d'utilisation à l'heure actuelle. Il y a seulement des endroits très stratégiques où on a besoin d'un très, très grand nombre de bornes et ailleurs, on arrive tout à fait avec le ratio. À ce moment-là, si vous en déployez quelques-unes, est-ce que vous prévoyez en doubler quelques autres, par exemple? J'ai un bel exemple, vous en citiez quelques-uns où il y en a qui étaient très sollicités. À Montebello, des fois, il y a 4, 5, 6 véhicules qui attendent. On s'entend-tu que quand on attend après une borne de recharge rapide, la personne n'est pas toujours là, on ne sait pas ce qu'elle fait, on ne sait pas où elle est. Il y a une civilité qui est à développer, d'ailleurs, à ce sujet-là. Alors, est-ce que vous prévoyez doubler certaines installations?
Absolument. Écoutez, on n'est pas ici pour dire que le réseau actuel est complètement parfait. On est très conscient qu'il y a des sites qui ont besoin d'être doublés. On va avoir plusieurs types d'installations dans notre déploiement. On va avoir des sites qui vont être doubles. On va avoir des superstations, comme on a installé à Belleuil. On va avoir des sites simples qui vont être prévus pour être doublés également. Donc, tout ça, ça va faire partie de la planification. Est-ce que vous croyez qu'Hydro-Québec, le réseau électrique, ne doit dépendre que du financement des électromobilistes qui se rechargent? Ou on pourrait y avoir d'autres sources de financement qui viendraient assurer comme la pérennité du réseau électrique, justement, le financement continu pour l'installation de bornes? Quelle est votre opinion là-dessus? L'important, c'est d'obtenir une source de financement qui soit pérenne, donc qui soit continue pour qu'on puisse maintenir le réseau et continuer le développement. Mais on est conscient qu'il peut y avoir des sources de financement qui soient ponctuelles. Par exemple, Ressources naturelles Canada, donc un ministère fédéral, a actuellement un programme de subvention pour venir en aide au déploiement. C'est un programme auquel on a déposé des demandes de financement et si on obtient cette source de financement-là, ça va nous permettre à la fois de nous donner de la marge ou d'en faire un peu plus. Est-ce que c'est le même fonds qui est versé au Québec et qui subventionne à 90 % le gaz naturel et l'hydrogène? C'est le même fonds parce que je vois que le financement qui est accordé au Québec, ça concerne seulement 10 % en électrification des transports. Bien, en fait, c'est un programme, j'oublie le nom, Michael, je ne sais pas si tu te souviens du nom, parce que c'est un nom comme ça, mais c'est un fonds qui finance à 50 % les bornes de recharge rapide et pour lequel on attend la réponse d'ici le début juillet. Donc, et c'est un fonds qui finance aussi l'hydrogène, je crois. Et le gaz naturel? Il me semble. L'hydrogène. Seulement l'hydrogène et les véhicules ouais. électriques. Et ça s'appelle un programme d'infrastructure verte. Initiative de recharge pour les carburants de remplacement, c'est bien ça, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est pas celui-là? Michael, je vais peut-être te laisser Donc, c'est le Fonds pour les infrastructures, Monsieur le Président. En 30 secondes. Le Fonds d'infrastructure verte. Oh, Michael Nérinck, Monsieur le Président. Donc, c'est le Fonds d'infrastructure verte pour le déploiement de véhicules, de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques et carburants de remplacement à l'hydrogène. C'est le nom du programme. C'est le même. OK. On se comprend. On se rejoint sur la terminologie, là, mais je pense qu'on est pas mal pareil. C'est le même. On est toujours dans la même galette, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le député de Saint-Jérôme. Je laisserai maintenant la parole à la députée de Saint-Hyacinthe, de la deuxième opposition, pour une période d'environ 7 minutes. Bonjour. Comme je passe la troisième, évidemment, il y a moins de questions, mais en fait, ça donne bien parce que j'aimerais bien comprendre. Pouvez-vous m'expliquer comment que Hydro-Québec va faire pour comme départager le coût provenant du revenu de la borne de chargement à la maison versus la consommation domestique? Parce que ça va être, j'imagine, des statistiques parce que comme allez-vous vous baser en ce moment, la voiture électrique qui se recharge à la maison est sur le tarif D, puis la deuxième partie est au tarif de 10 sous le kilowattheure. Est-ce que ça va être les mêmes tarifs qui vont se retrouver sur le réseau sur le réseau électrique? Si le projet de loi 184 est adopté par l'Assemblée nationale, les tarifs de recharge rapide vont être déterminés par le gouvernement, par règlement, par voie de règlement. Donc ça, c'est pour les bornes publiques. OK. Puis il pourrait être différent que le tarif à la maison parce que le tarif, un propriétaire, en fait, de véhicules électriques qui a une borne à la maison, c'est branché sur le même compteur que le reste de la consommation domestique. Donc, c'est pour ça que vous allez vous baser sur les statistiques parce que vous ne pouvez pas les départager. Donc, vous allez envoyer l'argent à Hydro-Québec Distribution sur des statistiques. C'est bien ça? En fait, ce sur quoi on se base notre modèle, c'est qu'un véhicule électrique
parcourt 18 000 km par année avec une consommation de 21 kWh au 100. 300 quelques dollars par année. Exactement. Okay. Donc, vous allez dire, il y a une voiture électrique à telle adresse, parce qu'il y a une borne, évidemment, donc, qu'il y en ait... vous allez dire, on prend 350 $, on l'envoie à Hydro-Québec Distribution, puis pour compenser, parce que si on veut pas que ça atteigne les tarifs, il faut que l'argent soit retourné, il faut qu'elle soit départagée. Comment vous allez faire pour la départager? Quand vous allez arriver à la Régie de l'énergie, là, il faut que ça soit déjà départagé. Effectivement. Donc, on dit un véhicule électrique, c'est tant de kilowattheures par année, 10 % sur le réseau public, 90 % à la maison. Et puis, on se base sur des moyennes, des statistiques. Et sur ce 90 % à la maison, notre hypothèse, c'est qu'il y a un pourcentage de ces ventes-là qui sont attribuables à la présence d'un réseau de bornes rapides qui est fiable et dense. Donc, il y a un certain pourcentage qui aurait été fait de toute façon. Il y a certains consommateurs qui, même sans borne de recharge rapide, auraient fait l'achat d'un véhicule, et il y a un pourcentage qui est vraiment lié à la présence. Donc notre modèle tient compte de ça, et ces ventes-là sont calculées et font un équilibre avec les sommes qui auront été investies par Hydro-Québec Distribution. Donc, notre modèle prévoit qu'il y a un équilibre entre les ventes attribuables aux bornes et les investissements. Puis pour commencer le projet, là vous allez déployer 80 bornes, vous avez dit le premier déploiement. Bien, là, pour commencer le projet, qui va débourser? Parce que l'achat des bornes, l'installation et tout ça, est-ce que qui va le débourser pour partir le projet? Ça va être dans les activités réglementées, donc ça va être dans les budgets de Hydro-Québec Distribution. Il va se rembourser parce que, évidemment, il va falloir qu'il en tienne compte dans la grille tarifaire quand il va arriver à la Régie de l'énergie l'année d'après, là, je veux dire. Exactement, parce que dans le projet de loi, on dit que la Régie doit tenir compte des revenus requis pour déployer les bornes. Donc, ce revenu requis-là, c'est les dépenses qui vont avoir été faites pour déployer des bornes, va être pris en compte par la Régie pour établir les tarifs d'électricité. Mais pour compenser ça, on va avoir calculé les ventes qui vont avoir été faites par ces mêmes véhicules. Donc, nous, on prévoit un équilibre à chaque année. Je pensais que ça allait être, payé à même les budgets de circuits électriques, la première phase, là, pour commencer le projet. Je pensais que ça allait être payé parce que vous avez un budget circuit électrique, donc ça ne sera pas payé du tout par circuit électrique pour commencer le projet. C'est ce que je comprends. Encore une fois, si le projet de loi est adopté, ces activités-là vont devenir des activités réglementées, donc dans le budget de HQD. Ça veut dire qu'il va y avoir une incidence, veut pas, sur le tarif la première année. Ça va être dans les dépenses. Il n'y aura pas de revenus assez importants la première année pour couvrir toutes les dépenses que ça va avoir donné dans vos 80 bornes. En fait, vous remarquerez que dans les chiffres que j'ai donnés, le nombre de bornes est moindre les premières années. Il s'en va en croissant, justement, pour suivre les revenus qui vont être... Donc, vous avez calculé qu'en partant avec 80, ça allait couvrir tous les revenus. Les revenus allaient couvrir toutes les dépenses du premier déploiement de 80. Exactement. OK. Puis, en ce moment, le modèle actuel, c'est un partenariat 50-50. Et puis, c'est HQD, électrique. Actuellement, c'est pas réglementé. Donc, le circuit électrique, actuellement, est dans les activités non réglementées d'Hydro-Québec. Donc, le circuit électrique est sous la vice-présidence développement des affaires au corporatif. Qui fait la gestion? Est-ce que c'est, en ce moment, là, est-ce que c'est réseau électrique? Circuit électrique qui fait la gestion? C'est ma direction qui est responsable. Puis est-ce que les frais de gestion sont partagés avec, vu que c'est 50-50, les frais de gestion, est-ce qu'ils sont partagés également? Non, les seuls frais qui sont le partenariat, ce qui fait l'objet du partenariat, ce sont les coûts d'achat de la borne et de l'installation et les revenus. Donc, on ne partage pas les coûts de gestion.
OK. Puis les coûts de gestion, c'est Hydro-Québec qui les assume, pas le privé. Exact. Pourquoi c'est comme ça? En fait, c'est la contribution d'Hydro-Québec à l'électrification des transports, à la promotion de l'électrification des transports. C'est bien, merci. Merci beaucoup. Alors, Mme Lampron, M. Nérenc, merci beaucoup pour votre contribution à nos travaux. La commission suspend ses travaux. Je prends acte des documents que M. le ministre a déposés un peu plus tôt. Et la commission suspend ses travaux jusqu'à 19h30 où elle poursuivra son mandat à la salle du Conseil législatif. Merci beaucoup.